Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce cours vidéo consacré aux nombres complexes. Ah oui, c'est là où il y a un nombre i qui est racine carrée de -1. C'est plus ou moins ce que je vais expliquer. Allez, on va filer dans ma chambre. Alors, on va prendre les choses à l'envers, on va commencer par donner quelques idées, voir comment on manipule les nombres complexes, quelle est une définition approximative, comment faire des calculs avec, et en fin de cours, je reviendrai un peu plus longuement sur comment construire proprement l'ensemble des nombres complexes, ce qui justifiera un petit peu tout ce qu'on aura fait depuis le début. Donc dans les nombres complexes, en effet, on a un nombre i, c'est sa petite notation standard, qui vérifie une certaine propriété qui est que multiplié par lui-même, ça donne -1. Donc ça, bien sûr, ça n'existe pas sur l'ensemble des nombres réels. Pour les nombres réels, tous les carrés donnent des nombres positifs. Et alors pour les nombres complexes, on s'autorise même à créer des choses de la forme z égale a plus i fois b, où a et b sont deux nombres réels. Donc vous avez par exemple 2 plus 3i, c'est un nombre complexe. Et en termes de notation, on va appeler C l'ensemble des nombres complexes. Donc c'est l'ensemble des A plus IB, où A et B appartiennent à R. Alors est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de créer ce genre de truc? La réponse sera oui, mais ça nous demandera des constructions, et donc je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour justifier tout ça. Pour l'instant, on admet que ça existe, on admet qu'on puisse faire un certain nombre de calculs avec ce genre de choses. Et alors qu'est-ce qu'on peut se permettre? Ben, on peut se permettre de faire des additions. Si j'additionne ce nombre complexe avec celui-ci, ben, je vais additionner le 2 avec le -4, ça me donne -2. Et puis je vais additionner le 3i avec le 1 tiers de i, ça va me donner 10 tiers de i. On peut aussi multiplier des nombres complexes. Donc où ici, bah, je vais développer, donc je vais faire 2 fois -4. Et donc dans les autres termes, j'ai du 3i fois -4, j'ai du 2 fois 1 tiers de i, et j'ai du 3i fois 1 tiers de i. Donc au final, j'ai du -8, j'ai du -12i, j'ai du 2 tiers de i, et puis ici, j'ai du 3 divisé par 3, ça se simplifie, j'ai du i au carré. Ce i au carré ici vaut -1, et donc on se retrouve au total avec -9, et j'ai du -12 plus 2 tiers de i, on pourrait le mettre sur le même dénominateur, mais le tout, c'est que ça nous fait un nombre fois i. Donc ici, si vous voulez, vous avez un nombre de la forme a plus b fois i. Donc c'est bien un nombre complexe. Donc au niveau des définitions, ça va donner la chose suivante. Les éléments de C sont appelés des nombres complexes. Alors on verra qu'on peut parler même de corps des nombres complexes pour C tout entier. Quand un nombre est écrit sous la forme z est égal à a plus ib, où a et b sont deux nombres réels, dans ce cas-là on parle de forme algébrique de z. Et alors le A, lui, s'appelle la partie réelle de ce nombre complexe. On note des fois partie réelle de Z comme ceci. Et le petit b s'appelle partie imaginaire. Donc il faut corriger ici, au niveau de la notation, c'est im de Z. Et on dit que Z est un imaginaire pur lorsqu'il n'a pas de partie réelle, lorsque la partie réelle est égale à 0, donc qui s'écrit sous la forme b fois i, où b est un nombre réel. Donc on va partir du principe que toutes les règles de calcul usuelles restent valables. Ce sera justifié en fait puisque C c'est un corps. En termes de notation, lorsqu'on écrit A plus IB pour un nombre complexe, on va toujours supposer que A et B sont réels. Par contre, ce ne sera pas forcément le cas si j'écris un nombre complexe sous la forme z seconde est égal à z plus z primi. Z, c'est souvent quelque chose qu'on réserve à des nombres complexes. C'est pas forcément réel. Et alors, il y a une première opération qu'on peut introduire pour les nombres complexes, c'est la conjugaison. Le conjugué d'un nombre complexe qui s'écrit sous la forme a plus ib, donc vous aurez compris qu'ici a et b sont réels, ce sera le nombre complexe qu'on notera z bar, et où on a changé la partie imaginaire par son opposé. Donc par exemple, 2 plus 3i, si je prends le conjugué, j'obtiens 2 moins 3i. Et alors on a un certain nombre de règles de calcul avec ce conjugué. Donc déjà on peut retrouver la partie réelle d'un nombre à partir de ce nombre et de son conjugué. Je vous fais le calcul rapidement ici, z plus z bar sur 2, donc on a a plus ib plus a moins ib sur 2, ici avec les parties imaginaires qui se simplifient. Donc on se retrouve avec 2a sur 2, c'est-à-dire a. Pour la partie imaginaire, même combat, avec un signe moins. Cette fois-ci, ce sont les parties réelles qui se simplifient. Et il nous reste 2ib sur 2i. Alors si on admet qu'on peut diviser par i, on verra tout à l'heure comment le faire de façon assez systématique. Il nous reste juste la partie imaginaire b. Bien sûr, si on prend deux fois le conjugué, on retombe sur le nombre de départ. Parce que si je fais une première fois le conjugué, j'obtiens a moins ib. Et si je refais le conjugué de a moins ib, je rechange le signe de la partie imaginaire. Donc je retombe sur a plus ib. En termes d'addition,
Ben, si je fais l'addition de deux nombres complexes et que je prends le conjugué, j'ai intérêt déjà à repérer quelle est la partie réelle de ce nombre complexe et sa partie imaginaire. Mais ici, je peux venir rassembler les A ensemble, donc j'obtiens A plus A', et j'ai le I B plus B'. Ici, A plus A', il appartient à R, donc c'est la partie réelle du nombre qui m'intéresse. Et ici, pareil, ça appartient toujours à R, donc c'est la partie imaginaire du nombre dont je veux prendre le conjugué. Donc j'obtiens A plus A', moins I, B plus B'. Et ça, je peux le réécrire sous la forme A moins IB plus A' moins IB'. Et ces deux nombres qui apparaissent ici, ces deux nombres complexes, ce sont précisément les deux nombres complexes ici, z bar et z bar'. Alors on peut faire la même chose au niveau de la multiplication et au niveau du passage à l'inverse. Le produit des deux conjugués, ça donne le conjugué du produit, et le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Donc pour faire mon produit, ben, je fais ma distributivité, j'ai du A fois A', je vais avoir du IB fois IB', donc ça va me faire du I au carré fois BB', ça me donne du moins BB', et puis j'ai les termes qui vont contenir du I, donc je vais avoir du B fois A', je vais avoir du A fois B'. Et donc si je prends le conjugué de tout ça, je garde ici ma partie réelle, je mets ma partie imaginaire avec un signe négatif. Voilà, et à l'inverse, si je calcule d'abord mes conjugués et qu'ensuite seulement je fais mon produit, il faut que je calcule A moins IB fois A' moins IB'. Et donc ça va être exactement la même chose à quelques signes près. Alors je garde mon A fois A', je garde aussi mon moins BB', puisque j'ai deux fois le signe moins qui vient se simplifier, et j'ai toujours le I au carré qui me donne ce signe moins-ci. Et ensuite, j'ai du moins IBA', moins IB', Comme ces deux termes ici coïncident, bah c'est que j'ai égalité entre les deux termes de départ. Donc ça, c'était pour la multiplication, et maintenant pour la division, on peut se ramener à la multiplication. Si je prends le conjugué d'un sur z, que je multiplie par le conjugué de z, par la règle ci-dessus du produit, je vais obtenir 1 sur z fois z. Donc je vais obtenir le conjugué de 1, mais 1 c'est 1 plus 0 fois i, et donc je vais obtenir 1 moins 0 fois i, c'est-à-dire 1. Donc autrement dit, 1 sur z bar, quand je le multiplie par z bar, ça me donne 1, c'est bien l'inverse de z bar. Si on utilise le langage des groupes ou des corps, on est ici en présence du symétrique pour la multiplication de ce nombre z bar, puisque multiplié ensemble, il donne 1. Ok, donc maintenant on va passer une petite méthode de calcul qui utilise cette notion de conjugué. Pour faire disparaître un dénominateur, on effectue l'opération suivante. Donc j'ai par exemple 1 sur A plus IB. Et si on multiplie par le conjugué, donc au numérateur dénominateur, on obtient A moins IB au numérateur, A plus IB fois A moins IB au dénominateur. Donc le numérateur, on va le garder dans un premier temps. Et ici, qu'est-ce qui se passe au dénominateur? On a du A carré, on a du moins B carré fois I carré. Et puis les termes qui sont en I, on a du IB fois A, mais on a aussi du A fois moins IB. Donc on a deux termes qui se simplifient à ce niveau-là. Et donc il nous reste du A moins IB sur A carré plus B carré. Au passage, ceci c'est une opération qu'on a le droit de faire si ce nombre est différent de 0, donc si A et B sont tous les deux non nuls. Et s'ils sont tous les deux non nuls, bah ceci c'est une somme de carrés de nombres réels, donc c'est quelque chose qui est strictement positif. Donc, en particulier c'est différent de 0. Et donc en tout cas, si je travaille encore un petit peu cette formule, on va trouver A sur A carré plus B carré, plus I facteur de moins B sur A carré plus B carré. Donc ici j'ai la partie réelle de 1 sur A plus IB, et ici j'ai la partie imaginaire. Donc le point clé ici, c'est qu'on a au dénominateur, on avait un nombre complexe, multiplié par le conjugué, ça permet de faire apparaître un nombre réel ici. Et donc les seuls nombres complexes sont au numérateur, et ça nous permet de faire apparaître facilement la partie réelle et la partie imaginaire de notre nombre. Alors la même méthode s'adapte même s'il y a un numérateur. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble sur un exemple. Donc une fraction entre deux nombres complexes, si on veut se retrouver avec une forme un petit peu simplifiée, on multiplie par le conjugué au dénominateur et au numérateur, d'où ce 4 plus 2i qu'on vient introduire ici. Il faut tout développer, donc on a du 8, 4 fois 2, on a du 3i fois 2i, donc on va obtenir du moins 6, et puis les termes croisés, 3 fois 4, 12i, et 2 fois 2, 4i. Et au dénominateur, on peut d'ailleurs utiliser l'identité remarquable. Ici, on a du 4 au carré moins du 2i au carré. Donc ça nous donne un dénominateur qui va être du 16 plus 4. Le 2 au carré, ça devient un 4. Et le i au carré, ça devient un moins 1 qui vient compenser ce signe moins à ce niveau-là. Et au numérateur, on a du 2
plus 16i. On peut venir simplifier tout ça pour obtenir, on a des vingtièmes, on a un 2 au numérateur, donc on a du 1 dixième en partie réelle, et on a du 16 vingtième en partie imaginaire. 16 vingtième, c'est 4 cinquièmes. Voilà, j'espère que vous serez d'accord pour dire que cette écriture-là est quand même beaucoup plus sympathique que celle-ci. En tout cas, ce sera plus facile d'additionner des nombres complexes quand ils seront sous forme algébrique, comme ceci, et on pourra faire un certain nombre d'autres calculs. Alors, il y a plein de manières de se représenter un nombre complexe. Une des manières, ça va être un point de vue un petit peu géométrique. Donc le point de départ de cette remarque, c'est qu'un nombre qui s'écrit a plus ib, où a et b sont deux nombres réels ici, ça correspond finalement à un couple. Et ce couple, ça correspond en fait aux coordonnées d'un point dans le plan. Donc le point qui correspond à z, on va l'appeler mz. Et ce mz s'appelle l'affixe de z. Donc ça va être une manière de géométriser un peu nos problèmes. Et on va voir qu'il y a un certain nombre de notions sur les nombres complexes qui correspondent à des données géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de géométrique? Déjà, on peut calculer les coordonnées d'un vecteur mz, mz', où mz et mz' sont les points correspondant à deux nombres complexes donnés. Mais les coordonnées de ce vecteur, ça correspond au nombre complexe z' moins z. On peut calculer aussi la longueur de mz, mz'. Donc, je vous donne deux formules qui marchent. On fait soit z fois z bar, soit a carré plus b carré, et on prend dans les deux cas la racine carrée des nombres obtenus. Ça va être la racine carrée ici d'un nombre réel. Donc cette longueur, on la note des fois comme ceci, comme pour la valeur absolue, sauf qu'ici ça va s'appeler le module. D'ailleurs, définition, le module de z, quand z s'écrit partie réelle plus i fois partie imaginaire, ça va être la racine carrée de a au carré plus b au carré. A carré c'est un nombre réel positif, b carré c'est un nombre réel positif, leur somme c'est un nombre réel positif, la racine carrée c'est un nombre réel positif. Donc c'est ce qu'on appelle le module de z. Et du coup, mz, mz', cette longueur entre ces deux points, elle va être égale à le module de z' moins z. C'est la même chose que le module de z moins z'. Alors on va démontrer un petit peu tout ça. Donc déjà les coordonnées du vecteur mz, mz', on sait qu'il faut soustraire les coordonnées de mz à celles de mz'. Donc on va obtenir quelque chose de la forme a' moins a, b' moins b. Et donc, c'est précisément ce qu'on demandait, puisque z' moins z, lui, s'écrit sous la forme a' moins a plus i b' moins b. Un rapide calcul nous donne ça. Et donc, les coordonnées de l'affixe de z' moins z sont précisément a' moins a et b' moins b. Donc, en termes de longueur, maintenant, il faut peut-être commencer par faire un dessin. On a un repère dans lequel on place un point mz qui a pour coordonnées ab. On s'intéresse à cette longueur OMZ, où O c'est l'origine de notre repère. Un petit coup de théorème de Pythagore, cette longueur ici c'est A, cette longueur là en verticale c'est B, et du coup la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à A carré plus B carré. Et comme une longueur c'est toujours positif, on en déduit que cette longueur X ici c'est racine de A carré moins B carré. Et alors la partie petit 3, qui était le fait que calcul de la longueur de mz, mz', comme les coordonnées de mz, mz', c'est z' moins z, on déduit directement 3 de la partie 1 et de la partie 2. Voilà, donc on a introduit cette nouvelle notion qui correspond à quelque chose de géométrique, qui est le module d'un nombre complexe. Et sur ce module, on a un certain nombre de propriétés. Première propriété, c'est l'inégalité triangulaire. Alors, une façon très algébrique de le démontrer, et que je vous ai mise dans le document, mais géométriquement, je reprends un repère, vous avez une origine O ici, vous avez un premier point MZ, vous avez cette longueur module de Z, vous avez un point MZ', avec une deuxième longueur ici qui est module de Z'. Et alors vous faites, comme on a l'habitude de faire avec des vecteurs, on additionne des vecteurs. Donc on va venir reporter ici ce module de Z' avec un point ici qui correspond à Z plus Z'. Donc on vient additionner cette partie violette ici à cette partie verte, et ce qu'on affirme, c'est que c'est plus grand que cette partie rouge, qui vaut précisément le module de z plus z'. Donc quand on parle d'inégalité triangulaire, c'est pour dire que la longueur qui relie O à mz plus z' est toujours inférieure ou égale à faire le chemin qui passe par mz dans le triangle. Donc voilà, si vous avez besoin d'une démonstration un petit peu plus rigoureuse, je vous renvoie au document du cours. Ça, c'est pour l'addition. Regardons maintenant ce qu'il en est pour la multiplication. C'est beaucoup plus simple. Le module de z fois z', c'est le module de z multiplié par le module de z'. Donc allez, c'est parti pour une démonstration algébrique. On va écrire z sous la forme a plus ib, z' sous la forme a' plus ib'.
Si je fais z fois z' et que je calcule le module, ça me donne racine carrée de zz' multiplié par z bar. Ah, j'ai oublié de justifier cette formule tout à l'heure. Donc ici, on prétendait tout à l'heure que ceci vaut racine de z fois z bar. Et la raison, c'est que z fois z bar, c'est a plus ib facteur de a moins ib. Et ça, on avait déjà fait un calcul pour dire que ça faisait a carré plus b carré. Donc voilà, je me sers de cette formule ici, et je vais me servir des propriétés que j'ai sur le conjugué. Donc on sait que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués, donc j'ai racine de zz bar multiplié par z' bar. Et donc au final, chacun sait qu'on peut distribuer la racine carrée avec un produit. Donc j'ai racine de zz bar multiplié par racine de z' bar. Et donc j'ai le module de z multiplié par le module de z'. Alors quoi d'autre? Le nombre vaut 0 si et seulement si son module vaut 0. Donc si le nombre vaut 0, a et b valent 0, et bien sûr la racine carrée ici vaut 0. Et à l'inverse, si j'ai le module qui vaut 0, alors dans ce cas-là, ça veut dire, si je mets au carré, on va avoir a carré plus b carré qui vaut 0. Mais une somme de deux nombres réels positifs qui vaut 0, ça veut dire que a carré vaut 0 et b carré vaut 0. Donc a égale 0 et b égale 0. C'est-à-dire z égale 0. Donc ce module, on l'a déjà vu apparaître dans le dénominateur quand on multipliait par le conjugué, bien sûr. Donc c'était module au carré. Et ici, on peut le réinterpréter aussi géométriquement. Module de z égale 0, ça veut dire que la distance entre O et mz vaut 0. Ça signifie que mz est sur le point d'origine, donc sur le point 0, 0. Et alors, quand on a un nombre qui est différent de 0, on peut calculer l'inverse. Et le module de l'inverse, c'est 1 sur le module. Donc là encore, quand on a une démonstration d'inverse à faire, on peut s'appuyer sur la multiplication. Donc je peux calculer le module de 1 sur z fois z. Voilà, si je simplifie les z, ici j'ai juste le module de 1, donc c'est-à-dire 1. Et puis à l'inverse, ici j'ai le module d'un produit, donc c'est le module de 1 sur z multiplié par le module de z. Bon bah il me suffit de faire passer ce module de z de l'autre côté ici pour obtenir que 1 sur le module de z est égal au module de 1 sur z. Et puis, dernière propriété, le module du conjugué, c'est le module du nombre lui-même. Donc si on calcule le module de z bar, par définition, ou par caractérisation comme tout à l'heure, ça va nous donner racine de z bar fois z bar bar. Et donc on se retrouve avec racine de z bar fois z, et ceci c'est le module de z. Comme on avait une définition qui était symétrique entre le nombre complexe et son conjugué, ça ne change pas quand on passe au conjugué. Alors on va passer à un autre aspect géométrique. Si on part d'un nombre complexe de module 1, je prétends qu'il existe un certain nombre réel θ, tel que z s'écrive comme le cosinus de θ plus i fois le sinus de θ. Alors petit rappel sur le cercle trigonométrique. Donc imaginez que ceci est un cercle, et que vous avez ici un angle θ. Alors dans ce cas-là, vous pouvez lire le cosinus de θ ici, et puis le sinus de θ en ordonnée. En termes de géométrie du collège ou du lycée, le cosinus c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, sauf qu'ici on a supposé que le cercle était un cercle de rayon 1, donc ça nous donne juste, dans ce triangle-ci, côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est juste le côté adjacent, et de la même façon, côté opposé sur l'hypoténuse, qui vaut 1, c'est juste côté opposé. Donc dans un cercle de rayon 1, on lit le cosinus et le sinus en abscisse et en ordonnée respectivement. Et donc un nombre de module 1, il est précisément sur ce cercle, et donc il va précisément s'écrire comme le cosinus d'un nombre plus i fois le sinus d'un nombre, puisque dans un nombre complexe, quand on le représente géométriquement, la partie réelle est en abscisse et la partie imaginaire est en ordonnée. Et de quelle manière est défini ce θ? Alors il y a plusieurs choix possibles. Déjà, je vous rappelle qu'on travaille avec un système de radians. Donc le point qui va être ici va correspondre à un angle de 0, mais ça pourrait aussi correspondre à un angle de 2π. En radian, on considère qu'un tour complet fait 2π. On compte en fait la longueur de l'arc de cercle parcouru. Et alors, il y a quelques valeurs précises à connaître, mais en tout cas, quand on fait un demi-tour, du coup, ça fait pi. Ici, on se retrouve avec pi sur 2. Ici, on se retrouve avec 3pi sur 2. On pourrait aussi considérer qu'on se retrouve avec moins pi sur 2. Et on verra un certain nombre de valeurs avec les cosinus et les sinus associés qu'il faudra connaître par cœur. Donc tout ça, c'est la théorie du cercle trigonométrique. Et alors, lorsqu'un angle est défini et associé à notre point qui est sur le cercle trigonométrique,
Dans ce cas-là, ce nombre est unique modulo de pi. Ça veut dire qu'on pourrait retomber sur le même cosinus et sur le même sinus, quitte à rajouter 2pi, 4pi ou enlever 2pi. Ça nous donnera toujours le même nombre complexe. Et alors maintenant, si on prend un nombre qui n'est pas forcément de module 1, je prétends qu'il existe un unique ρ ici, qui va être un nombre strictement positif. Donc le côté strict, ce sera assuré par le fait que z soit différent de 0, et un θ ici qui va correspondre à un certain angle unique, tel que notre nombre s'écrive comme ρ fois cos θ plus i fois sinus θ. Alors la démonstration commence comme ceci. On peut raisonner par analyse synthèse. Donc déjà, on pourrait calculer le module d'un nombre qui s'écrit comme ceci. Le module de z ici va valoir le module de ρ multiplié par le module de la seconde partie ici. Rho, c'est un nombre réel, donc son module, c'est lui-même. Si vous faites juste le module de a dans a plus ib, vous vous retrouvez avec racine carrée de a carré plus b carré, donc avec racine de a carré, et ça va faire a si a est positif. Ici, ρ est supposé positif, donc ça va juste nous donner ρ, et multiplié par la racine carrée de cosinus carré plus sinus carré. Mais ça, comme c'est bien connu, ça vaut juste 1, donc on va juste retrouver ρ. Une façon précisément de voir que ça donne 1, c'est justement parce que c'est sur le cercle trigonométrique qui sont tous les points de module 1. Donc si un nombre s'écrit avec une écriture comme ça, le ρ qui apparaît ici, c'est forcément le module de z. Et puis du coup, ce qu'on peut faire, c'est diviser par ce module. Donc on va prendre z' qui va être z divisé par ρ. On a le droit de diviser ici puisque ρ est supposé différent de 0. Et puis alors dans ce cas-là, le module de z', comme z' ça va être cos θ plus i sinus θ, le module ici vaut 1. Et donc le θ correspondant, c'est celui du lemme. Je reviens sur le lemme, page précédente. Voilà, quand vous avez un nombre de module 1, vous savez qu'il existe un θ qui va être unique modulo de pi, et justement ici on demandait aussi l'unicité modulo de pi du θ. Tout se correspond. Donc la seule chose qu'on a faite entre le lemme et la proposition, a priori, c'est de multiplier par ce ρ qui va correspondre au module de z. Alors il faut vérifier que ça marche bien, là c'était juste la partie analyse. On suppose qu'on a une écriture et on voit ce qu'on arrive à en déduire sur ρ et sur θ. La synthèse, ça consiste à voir que ces choix-là fonctionnent bien et donnent bien ce qu'on attend. Donc on prend un nombre complexe, non nul, on pose ρ qui est le module de z, on pose z' qui est z divisé par ρ. On sait que le module ici est différent de 0 puisque le nombre est différent de 0, donc on a le droit de faire cette opération. Le module de z', c'est le module de z divisé par le module de ρ. ρ est toujours un nombre réel positif, donc son module c'est lui-même. Et comme ρ c'est le module de z, ici on a une simplification et on trouve 1. Et donc comme z' est un nombre de module 1, on a des nombres θ appartenant à R qui sont définis uniquement modulo de pi avec z' qui vaut cos θ plus i sinus θ. Et donc du coup maintenant il faut repasser à z. Mais comme z' c'est z sur ρ, z c'est z' fois ρ. Donc c'est ρ fois cos θ plus i sinus θ. Voilà, donc ça termine la démonstration de cette proposition. Et donc là, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que le ρ vaut nécessairement le module de z. Voilà, donc ça va nous donner ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Un nombre qui est écrit comme ceci, cette écriture est unique à 2pi près pour θ, mais le ρ est choisi de façon unique et le θ unique à 2pi près. Ça correspond donc à ce qu'on appelle la forme trigonométrique, et θ, dans ce cas-là, on appelle ça un argument de z. C'est noté parfois arc de z, et c'est défini à 2pi près. Et alors des fois, on dit aussi que ρ et θ sont les coordonnées polaires de z. Alors une petite explication rapidement là-dessus. Vous avez votre paire, vous avez votre point mz ici. Finalement, pour repérer mz, vous avez besoin de deux informations. Vous avez besoin de cette longueur, ρ, et de cet angle, θ, ici. Quand vous connaissez ρ et θ, vous connaissez votre point. Voilà, donc d'un point de vue géométrique, ces deux éléments ici, ρ qui correspond au module et θ qu'on appelle l'argument, jouent un rôle central. Alors on a peut-être besoin de quelques propriétés concernant cet argument. Déjà, quand on fait le produit de deux nombres, les arguments viennent s'ajouter. Alors s'ajouter modulo de pi, puisque c'est toujours défini à 2pi près. Alors ça signifie ici que il existe un entier k appartenant à z tel que argument de z fois z', un argument de z fois z' soit égal à un argument de z plus un argument de z' plus 2 capi. Voilà, à chaque fois je parle bien d'un argument, puisque
on a des choix à 2 pi près pour chacun de ces termes ici, de cette addition. Alors, comment ça se démontre? On va venir multiplier ici un élément sous la forme ρ fois cos θ plus i fois sinus θ par un élément ρ' cos θ' plus i sinus θ'. Vous avez les éléments ρ et ρ' qui viennent se multiplier, qui correspondent en fait au fait que les modules se multiplient dans un produit. Donc vous avez ρ, ρ' ici, et puis vous avez entre cos θ, cos θ', sin θ, sin θ', la formule suivante, cos θ, cos θ', moins sinus θ, sinus θ'. On a le i au carré ici qui a donné un signe moins. Et puis on a du i sinus θ, cos θ', et du cos θ, sin θ', toujours en facteur avec le i. Donc je referme ici cette parenthèse. Et alors ce qu'il faut remarquer ici, alors il faut connaître ces formules trigonométriques, mais vous avez ici une formule trigonométrique qui vous dit que ceci fait cos θ plus θ', et la partie que je prends en vert ici fait sinus θ plus θ'. Donc on se retrouve finalement avec un élément qui s'écrit avec un module ici qui sort devant, et puis cos θ plus θ' plus i fois sinus θ plus θ'. Donc ça c'est notre élément zz'. Pour calculer son argument, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est θ plus θ'. θ c'est l'argument de z, et θ' c'est l'argument de z'. Donc si vous ne connaissez pas cette formule trigonométrique, je vous invite à l'apprendre par cœur. On peut la démontrer avec des rotations. Voilà, il faut faire un petit peu de calcul, mais on va partir du principe qu'elle est connue. Alors ensuite, quand on regarde la multiplication, on peut toujours regarder l'inverse. L'argument de l'inverse de z, c'est l'opposé de l'argument de z. La démonstration est toujours la même. Si je fais argument de z plus argument de 1 sur z, je vais obtenir l'argument de z fois 1 sur z, d'après le petit 1, modulo 2pi. Donc je vais obtenir l'argument de 1, modulo 2pi. Mais alors 1, si on le regarde, il va se trouver ici. Ici on a 1 plus 0 fois i, 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Et en termes d'angle, ça nous donne θ égale 0. Donc ici, ça va être congru à 0 modulo 2pi, ce qui correspond bien au fait que les deux sont opposés modulo 2pi. Et alors on peut regarder aussi ce qui se passe du côté du conjugué. Donc du côté du conjugué, on obtient aussi l'opposé de l'argument. Alors pour ça, il faut peut-être regarder le conjugué de ρ fois cos θ plus i sinus θ. On sait que le conjugué, on peut le calculer sur un produit ou sur une somme en distribuant le conjugué. Donc ici, on obtient ρ bar multiplié par ce qui se passe de l'autre côté du produit, cos θ moins i sinus θ, puisque vous avez ici des parties réelles et parties imaginaires du nombre entre parenthèses. Et ρ bar, c'est juste ρ. Et alors maintenant, il faut juste calculer ce qui se passe à ce niveau-là. En fait, on peut le rentrer ce signe moins dans le θ, puisque cosinus de moins θ, ça fait la même chose que cosinus θ, et sinus de moins θ, ça fait l'opposé de sinus θ. Donc une fois que vous avez réussi à écrire votre conjugué ici sous une forme trigonométrique, il vous suffit de lire l'argument ici dans le cosinus et dans le sinus. Et donc vous voyez bien que vous obtenez moins θ, c'est-à-dire l'opposé de l'argument de z. Visuellement, ça se représente très bien. Vous avez un point ici A plus IB. IB, ça correspond à l'ordonnée ici. Donc si vous venez faire A moins IB, vous obtenez le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et donc votre angle, qui était un angle θ ici, devient, en termes d'angle orienté, un angle moins θ. Donc voilà pour les arguments. Alors on va avoir une deuxième notation qui est très liée à la forme trigonométrique, c'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. Donc on va définir exponentielle θ, c'est une définition de cette notation, l'exponentielle d'un nombre imaginaire fois un nombre réel. On va prendre comme définition cosinus θ plus i sinus θ. Alors il y a des raisons un petit peu profondes en termes de développement en série entière qu'on pourrait justifier. Mais je vais juste vous convaincre que c'est un choix très raisonnable qui va nous permettre de faire des calculs et qui vont être non contradictoires avec ce qu'on connaît comme formule pour l'exponentielle. Alors même plus généralement, on peut définir l'exponentielle d'un nombre complexe. Donc ça va être l'exponentielle de la partie réelle. Et puis pour la partie imaginaire ici, on va l'écrire comme ceci. Alors ça correspond au fait que quand on prend une puissance, en tout cas si on a des nombres réels ici, x et x', l'exponentielle de x plus x', c'est l'exponentielle de x multiplié par l'exponentielle de x'. Donc ici, c'est exactement ce qu'on a, où on a l'exponentielle de ib qui donne cos b plus i fois sinus b. Donc, a priori, ça c'était valable pour des nombres réels.
Ici, on l'affirme aussi pour écrire ce genre de choses. Alors, mon premier but, c'est déjà de vous convaincre qu'on ne va pas faire des calculs qui donnent n'importe quoi avec ce genre d'écriture. Si on prend deux nombres complexes, z et z', l'exponentielle de z plus z', ça va bien nous donner exponentielle de z fois exponentielle de z'. Si on prend l'inverse de exponentielle de z, ça nous donne exponentielle de moins z. Donc ça, ce sont aussi des formules qui sont valables pour les nombres réels. Et le conjugué de exponentielle z, ça va être l'exponentielle du conjugué. Alors, démonstration. Pour le premier point, on va se retrouver avec de l'exponentielle de a plus a' plus i fois b plus b'. Donc au final, avec de l'exponentielle a plus a' multiplié par cosinus de b plus b' plus i fois sinus de b plus b'. Alors justement, on a dit que quand on avait une écriture comme ceci, on se retrouvait avec le module. Alors comme on a des nombres réels ici, a et a', ça nous donne exponentielle a fois exponentielle a'. Et puis au niveau des arguments, ici, l'argument de ce nombre complexe, c'est b plus b'. Et donc on sait que ça revient à multiplier cosinus b plus i sinus b par cosinus b' plus i sinus b'. Donc au final, on a un premier nombre complexe qui va être exponentielle a fois cos b plus i sinus b, qui va correspondre à exponentielle a plus ib, et un deuxième nombre complexe ici avec du a' et du b'. Donc on va se retrouver précisément avec le produit exponentielle z fois exponentielle z. Si on veut démontrer maintenant la partie 2, elle va être très rapide. On va faire exponentielle moins z multiplié par exponentielle z. Par définition, ou par propriété du 1, ça nous donne exponentielle de moins z plus z, c'est-à-dire exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Ensuite, il suffit de passer ce exponentielle z ici au dénominateur pour obtenir que exponentielle moins z, ça fait 1 sur exponentielle z. Vous aurez peut-être noté aussi que l'exponentielle n'est jamais nulle, donc on peut toujours diviser par exponentielle z. Ici, on obtient l'exponentielle de la partie réelle, et l'exponentielle sur les réels n'est jamais nulle. Donc le module ici est différent de 0, donc le nombre complexe entier est différent de 0. Et alors si on fait maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau des conjugués, donc l'exponentielle du conjugué de z, ça vous donne exponentielle de a et plus i sinus moins b. Et ce sinus moins b et ce cosinus moins b qui apparaissent ici, vous allez pouvoir les transformer en exponentielle a cosinus b moins i sinus moins b, i sinus b. Et donc vous obtenez ici le conjugué de exponentielle z. Voilà, donc de tous les résultats sur la forme trigonométrique, on déduit que un nombre complexe non nul s'écrit toujours sous la forme ρ exponentielle θ pour un certain ρ bien choisi qui va être en fait le module de z, et pour un certain θ qui va correspondre ici à l'argument de z. Et donc cette écriture s'appelle la forme exponentielle du nombre complexe z. Donc la forme trigonométrique et la forme exponentielle sont très proches, c'est juste qu'on remplace le cosinus θ plus i sinus θ par ce exponentiel iθ ici. Donc on a toutes ces règles de calcul qui découlent immédiatement de tout ce qu'on a dit plus haut. Quand on vient multiplier deux formes exponentielles, on multiplie les modules ici, toujours, et on vient additionner les arguments. Ça justifie un petit peu ce genre de formule. Quand on vient faire l'inverse, le module, lui, est inversé, mais l'argument, lui, est transformé en son opposé. Et quand on vient faire le conjugué ici, comme on a un imaginaire pur, on vient sortir un moins iθ ici, et puis par contre, la partie module est inchangée par le conjugué. Je refais un dernier dessin, puisque ça rentre toujours mieux avec des dessins. Vous avez votre point ici, l'affixe du nombre complexe z. Si z s'écrit ρ exponentielle iθ, dans ce cas-là, ρ correspond toujours à cette longueur-là, qui est le module, et θ correspond toujours à cet angle. Quand on multiplie en termes de longueur, ça va multiplier les longueurs. En termes d'angle, ça va additionner les angles. Alors, un problème qui se pose souvent, c'est comment mettre un nombre complexe donné sous forme exponentielle. Donc, il faut commencer par calculer le module. Ensuite, le mieux, c'est de se ramener à un nombre de module 1. Ici, il faut enlever ces barres à ce niveau-là, mais on a le module de z' qui est égal à 1. Et donc ensuite, votre z', il va s'écrire comme un nombre a' plus ib' qu'il faut réussir à écrire comme un cosinus plus un sinus pour trouver l'argument. Donc il faut réussir à placer ce nombre sur le cercle trigonométrique. C'est là où ça devient une méthode parfois hasardeuse, mais il y a un certain nombre de valeurs à connaître qu'on va voir tout de suite. Donc je retrace un joli cercle trigo. Et donc il y a quelques valeurs à connaître qui sont ici au niveau de la moitié. La moitié de l'axe des abscisses, ici 1,5, moins 1,5.
Et donc ça va correspondre à des éléments qui sont d'arguments pi sur 3 et puis 2pi sur 3. Et on peut retrouver les mêmes en négatif. Donc ici on a du moins pi sur 3 et ici du moins 2pi sur 3. Et alors en termes de sinus, ce qu'on va retrouver ici, dans ce cas-là, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, de toute façon, quand vous connaissez le cosinus, vous connaissez le sinus, en tout cas à valeur absolue près, puisque vous avez cos carré plus sinus carré qui vont à ce racine de 3 ici, bien complété, faites le calcul, vous verrez que ça fonctionne. Donc ces valeurs là, pi sur 3, 2pi sur 3, moins pi sur 3, moins 2pi sur 3, avec leur cosinus et leur sinus sont à connaître. Vous en avez d'autres qui sont un petit peu duales et qui correspondent à ici des sinus qui valent plus ou moins 1 demi. Alors ici ça va être pi sur 6, ici ça va être pi moins pi sur 6, donc ça fait 5 pi sur 6, et puis on les retrouve ici, leur pendant négatif. Et en termes de cosinus, bah, ça va être toujours le même complémentaire. Ici, on va avoir du racine de 3 sur 2 et du moins racine de 3 sur 2. Il reste deux valeurs bien particulières à connaître, enfin essentiellement un angle à connaître, qui va être ce pi sur 4. Pi sur 4, il va avoir le même sinus et le même cosinus, et donc ça va correspondre à du racine de 2 sur 2 ici. Et puis, même chose du côté des négatifs. On va obtenir du moins pi sur 4, qui va avoir pour sinus moins racine de 2 sur 2. Et puis on peut voir apparaître aussi 3pi sur 4, et puis moins 3pi sur 4. En termes de cosinus, on va obtenir du moins racine de 2 sur 2. Donc voilà, toutes ces valeurs, ça en fait quelques-unes, mais il faut savoir essentiellement placer 1 demi, racine de 2 et racine de 3 sur 2 les uns par rapport aux autres. Placer ensuite donc pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 par ordre croissant ici, et ensuite retrouver toutes les autres valeurs à partir de ces quelques valeurs de départ. Alors je vous donne quand même un exemple de calcul à partir de ça. On va prendre cette fraction, 1 moins i sur 1 moins i racine de 3. Première façon de calculer, vous multipliez par le conjugué en haut et en bas, et vous obtenez une forme algébrique tout à fait satisfaisante. Je vais regarder ce qui se passe du côté des formes exponentielles. Donc on va regarder déjà ce que vaut 1 moins i. 1 moins i, si on calcule son module, on va obtenir racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, donc c'est-à-dire racine de 2 ici. Donc maintenant je vais prendre 1 moins i divisé par racine de 2. Alors c'est une petite manipulation facile, multiplié par racine de 2 en haut et en bas, on va obtenir du racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Et alors là, normalement, on voit apparaître quelque chose qui était sur notre cercle trigonométrique. Donc on a du racine de 2 sur 2, du moins racine de 2 sur 2, quelque part par ici. Alors en partie réelle, on a quelque chose de positif, en partie imaginaire, on a quelque chose de négatif. Donc la partie réelle se lit sur l'axe des abscisses, ici, la partie imaginaire ici, en négatif, et donc on a du moins pi sur 4. Donc au final, on sait que notre nombre 1 moins i va s'écrire son module, donc le ρ ici, racine de 2, multiplié par exponentielle i, et on a du moins pi sur 4 dans l'argument. On peut faire le même jeu pour 1 moins i racine de 3. En termes de module, ici, on se retrouve avec racine carrée de 1 au carré, plus moins racine de 3 au carré. Donc on va se retrouver avec racine de 4, c'est-à-dire 2. Et maintenant, on vient diviser par 2 ici. Donc 1 moins racine de 3 divisé par son propre module, ça nous donne du 1 demi. Moins i racine de 3 sur 2, on obtient encore des termes classiques ici. De toute façon, je les avais choisis pour ça. Donc 1 demi à regarder sur l'axe des abscisses, moins racine de 3 sur 2 à regarder sur l'axe des ordonnées, on se trouve ici avec du moins pi sur 3 donc. Θ vaut moins pi sur 3 et donc notre nombre 1 moins i racine de 3 vaut 2 qui est le module fois exponentielle i moins pi sur 3. Et donc maintenant, si je viens faire mon quotient, ce nombre z ici, il va être égal à racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4 divisé par 2 exponentielle moins i pi sur 3. Racine de 2 divisé par 2 ici, je peux le garder tel quel, ou je pourrais dire que ça fait 1 sur racine de 2. Et puis je vais avoir ici exponentielle moins i pi sur 4. Alors ici, je fais une division, donc le moins i pi sur 3, je peux le transformer en plus i pi sur 3. Et puis je peux venir le rajouter ici dans l'exponentielle. Voilà, donc du moins i pi sur 4 plus i pi sur 3, on peut calculer, mais ça doit faire du exponentielle i pi sur 12. Donc voilà, si vous avez des produits ou des divisions ici, si vous connaissez la forme exponentielle du numérateur et du dénominateur, vous allez en déduire très facilement le module et l'argument ou la forme exponentielle.
du quotient ou de la multiplication qui vous intéresse. Ok, donc maintenant, on va passer à quelques méthodes de calcul qui concernent les nombres complexes. Mais il y a la racine carrée moins un, mais est-ce qu'il y a d'autres racines carrées? T'as raison, on va commencer par là. Alors, qu'est-ce qu'une racine carrée? Si on part d'un nombre z complexe, on va chercher un nombre alpha qui va être aussi un nombre complexe tel que alpha fois alpha, donc c'est-à-dire alpha au carré, va valoir z. Ça, c'est ce qu'on appelle une racine carrée du nombre complexe z. Alors, une remarque très préliminaire, c'est que si z c'est un nombre réel, si c'est un nombre réel positif, on sait déjà qu'il y a une racine carrée, et s'il s'agit d'un nombre réel négatif, si on prend z égale moins 11, et bon, on peut prendre alpha qui est égal à i racine de 11. Quand on met alpha au carré, on va se retrouver avec i fois i qui nous donne i carré qui nous donne moins 1, et le racine carrée de 11 qui nous donne au carré 11. Donc on peut s'en sortir avec des nombres réels négatifs, mais là on veut un petit peu plus fort, on veut prendre la racine carrée de n'importe quel nombre complexe. C'est pas sûr que ça existe, on a introduit les nombres complexes un petit peu pour trouver des racines carrées de nombres réels négatifs. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'introduire autre chose plus grand que les complexes pour trouver les racines carrées des nombres complexes? La réponse est non, puisque ici ce qu'on peut faire quand on a une forme exponentielle, dire que alpha carré est égal à z, ça va être équivalent à, quand je mets ce nombre au carré, je vais trouver ρ' carré exponentiel, et ici les arguments vont s'additionner, donc je vais trouver 2i prime, et donc on demande que ce soit égal à z, donc ρ exponentielle eiθ. Et donc on sait que l'écriture sous forme exponentielle est unique, donc c'est-à-dire ici que les modules se correspondent, donc on a à la fois ρ qui va être égal à ρ' au carré, et au niveau des arguments, on a θ qui va être égal à 2θ', le tout modulo 2π. Et donc tout ça va se réécrire sous la forme, comme ici ρ et ρ' sont des nombres réels positifs, on a forcément ρ' qui va être la racine carrée de ρ, et ici ce modulo, je vais le réécrire avec du plus 2k pi où k est un entier, comme ça je vais pouvoir faire une division de façon plus simple, je vais obtenir θ' qui vaut θ sur 2 plus k pi. Donc quand j'ai une forme exponentielle, c'est très simple de trouver les racines carrées. Ici, on prend la racine carrée du module, on divise l'argument par 2, et alors on a quand même deux choix pour l'argument. On peut prendre θ sur 2, on peut prendre θ sur 2 plus une fois pi, et ça nous donne un argument qui va nous donner un nombre complexe différent, puisque les nombres complexes sont définis modulo 2π. Mais voilà, suivant que vous preniez k pair ou k impair ici, vous allez obtenir deux types de nombres complexes, ce qui correspond souvent au fait que quand on cherche des racines carrées, si on change le signe ici du alpha, on va toujours obtenir une autre racine carrée possible de notre nombre complexe. Alpha au carré et moins alpha au carré donnent le même résultat. Donc sous forme exponentielle, c'est facile, et en termes de calcul, c'est toujours intéressant de savoir faire aussi les choses sous forme algébrique. Alors déjà, une remarque, c'est que il n'y a pas de manière naturelle de faire un choix entre les deux solutions qu'on a trouvées ici. Rajouter pi ou ne pas rajouter pi à θ sur 2. Il n'y a pas un choix qui est plus naturel que l'autre. Quand on a des racines carrées dans R, on a des choix naturels qui sont donnés par cette racine carrée qui choisit le nombre réel positif dont le carré vaut. Mais sur C, on n'a pas de notion de nombre positif, de nombre négatif. Et le choix d'un argument ici n'a rien de naturel. Donc je repars sur les formes algébriques. Donc on écrit notre nombre z avec une partie réelle ici, x, et une partie imaginaire y. X et y ici sont deux nombres réels. Et on cherche donc un alpha qui va s'écrire a plus ib, qui au carré donne z. Donc quand on écrit alpha au carré, on commence à avoir l'habitude, on a ce a carré moins b carré qui sort en partie réelle, on a du 2ab qui sort en partie imaginaire, et on veut que ce soit égal à x plus y. Dire que deux nombres complexes sont égaux, il faut qu'il y ait égalité entre les parties réelles, ici, de chaque côté de l'équation, et égalité entre les parties imaginaires de chaque côté de l'équation. Donc vous avez un joli système qui n'est pas du tout un système linéaire. X et y sont donnés, et a et b sont des inconnus. C'est ce qu'on cherche. Alors il y a quand même une petite astuce qu'il faut toujours garder en tête. En utilisant les modules, on va pouvoir simplifier un petit peu ces équations. On sait que le module de alpha au carré, c'est le module de alpha carré. Au niveau des produits, ici, le produit de deux modules, c'est le module du produit. Et alpha carré, ça vaut z. Donc on sait que le module de z, il va être égal au module de alpha au carré. Le module de alpha au carré, c'est a carré plus b carré. Donc ça, on peut le rajouter à notre système. Ça nous donne plus d'équations pour pas forcément plus d'informations, mais ça va nous permettre de manipuler les choses plus facilement. Puisque ici, comme on a du a carré plus b carré et du a carré moins b carré,
On va pouvoir additionner ces deux lignes, c'est ce que je modélise ici par L1 plus L2, que je mets dans la ligne 1. J'ai mes b carrés qui viennent se simplifier, et je me retrouve ici avec x plus module de z. Donc ça va me permettre de trouver a en fait. Je rappelle que z, x, y, tout ça c'est donné. Donc on connaît le terme de droite, mais par contre on cherche le a. Et donc le a ici, on divise par 2, donc x plus module de z divisé par 2, et on a juste a au carré, donc il faut prendre la racine carrée de ceci, plus ou moins. Alors il faut encore se convaincre que ce nombre qui est sous la racine carrée ici est positif, mais comme on est censé avoir des solutions, d'après ce qu'on avait vu sur les formes exponentielles, ça va toujours marcher en fait ici à ce niveau-là. On pourra toujours avoir des solutions. Et donc ensuite, on va pouvoir trouver b en fonction de a grâce à cette dernière équation. B, il va s'écrire comme y sur 2a, si a est différent de 0 en tout cas. Si jamais a égale 0, vous pouvez toujours vous en sortir avec cette équation-là par exemple. Voilà, donc ça vous donne un schéma de calcul, je vous l'applique sur un exemple. Donc ici, on veut un alpha qui s'écrit a plus ib et qui serait racine carrée de moins 3 plus 4i. Donc la première des choses à écrire, c'est que alpha carré, ça va être égal à a carré moins b carré plus 2iab, d'où d'une part la partie réelle ici, a carré moins b carré qui vaut moins 3, et puis le 2ab qui va valoir qu'on identifie partie réelle, partie imaginaire. Comme dans l'exemple précédent, je vais quand même regarder ce qui se passe en termes de modules. Le module de alpha au carré, lui, ça va être a carré plus b carré. Et ça va être aussi égal au module de z. Et le module de z, ici, on peut le calculer. Ça nous donne racine de moins 3 au carré plus 4 au carré. Donc racine de 9 plus 16, c'est-à-dire racine de 25, ça fait 5. Donc je rajoute cette équation. A carré plus b carré est égal à 5. On pourrait s'en sortir sans, exprimer b en fonction de a, obtenir des équations. Ça nous fait résoudre des équations du second degré, on pourrait s'en sortir. Mais ça, c'est vraiment un raccourci qui permet d'éviter des sales calculs. Donc tout ceci est équivalent, je vais faire ligne 1 plus ligne 3 dans la ligne 1. Donc je vais obtenir 2a carré est égal à moins 3 plus 5, donc est égal à 2. Puis j'ai les autres équations qui restent. Et donc ça va me donner a, puisque 2a carré égale 2, donc j'ai a carré qui vaut 1, c'est-à-dire a qui est égal à plus ou moins 1. Et ensuite j'ai 2ab ici égale 4, donc ça me donne ab égale 2. Et ab égale 2, sachant que a vaut plus ou moins 1, b va valoir plus ou moins 2. Bon, puis on n'est pas obligé de garder la dernière équation, puisque c'est celle qu'on avait rajoutée à ce niveau-là et qu'elle était surnuméraire par rapport aux conditions qu'on avait au début. Donc au final, on a deux solutions. Donc ici, par contre, quand j'ai A qui est positif, j'ai bien B qui est positif. Quand j'ai A qui est négatif, j'ai B qui est négatif. Par cette équation, A fois B donne toujours un nombre positif. Donc ma première solution, c'est 1 plus 2i. Et ma deuxième solution, c'est moins 1 moins 2i. De toute façon, vous allez toujours trouver deux nombres opposés quand vous cherchez la racine carrée. On peut vérifier au passage. 1 plus 2i au carré, vous mettez votre 1 au carré, vous mettez votre 2i au carré, donc vous allez trouver du moins 4. Et puis ensuite, vous allez faire les produits croisés, donc vous avez plus 2 fois 2i. Donc vous trouvez bien moins 3 plus 4i. Voilà, donc c'est une méthode sûre, efficace, qui vous permet de trouver la racine carrée de n'importe quel nombre complexe. On va passer au niveau 2. Niveau 2, c'est résoudre des équations du second degré. Et bien on peut toujours résoudre des équations du second degré même à coefficient complexe, avec des solutions qui vont être dans C. Alors par le cours sur les polynômes, comme C est censé être un corps, on va avoir au plus deux solutions. Et alors ces solutions, on peut les trouver de façon assez standard avec les formules habituelles. On va calculer le discriminant ici, qui va être b carré moins 4ac. On va prendre une racine carrée de ce discriminant et on va définir deux nombres complexes, z1 et z2, qui vont être cette racine carrée de grand delta ici, moins b sur 2a, et puis moins ce petit delta, moins b sur 2a. Alors, il faut vérifier que ça va être des racines. Pour ça, je propose de faire le calcul z moins z1 facteur de z moins z2. On devrait obtenir quelque chose qui ressemble à ce polynôme. Et ça nous dira bien au passage que pour petit z égale z1, ici on a ce terme qui s'annule, donc tout ceci qui s'annule. Et pareil pour z égale z2. Donc quand on fait le produit ici, on tombe sur z carré plus moins z1 moins z2 fois z plus z1 fois z2. Je vous laisse développer, ça donne exactement ça. Il faudrait qu'on retrouve a peut-être en facteur du z2. Alors ici, on n'a pas tout à fait ça. Je vous montre ce qu'on a. On va regarder déjà le terme en z. Donc si on vient additionner moins z1, moins z2, on a cette formule-ci avec un moins delta et un moins delta qui viennent se simplifier ici. Donc par contre, on a du plus b sur 2a
plus b sur 2a une fois qu'on simplifie la signe, donc ça nous donne du b sur a. Et le z1 fois z2, lui, on vient faire le produit. Donc ici on a deux nombres avec une identité remarquable de la forme c-d facteur de c plus d. Donc ici on a cette différence de carré qui vient s'exprimer. Et on a ce petit delta au carré qui va devenir le grand delta, puisque petit delta était une racine de ce nombre complexe grand delta. On vient remplacer grand delta par sa formule, et finalement on va trouver du c sur a. Donc au final, ce qu'on a montré, c'est que ce terme-ci, c'était b sur a, ce terme-ci, z1 fois z2, c'était c sur a. Si je viens tout multiplier par a, j'obtiens z moins z1, z moins z2, ça va nous donner du a fois z carré, le b sur a va devenir un bz, et le c sur a va devenir un c. Donc j'ai retrouvé mon polynôme de départ. Ça veut dire que je peux venir ici factoriser tout ça par a, z moins z1, z moins z2. Et ça montre précisément que z1 et z2, c'est les deux racines de mon polynôme. Donc c'est les deux solutions de cette équation égale à 0. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Un exemple. Donc, si vous vous retrouvez face à une équation du second degré comme ça, donc il faut se lancer, il faut calculer delta. On a le terme b carré ici, moins 5 plus 4 au carré, moins 4ac, a est égal à 1, et c est égal à 3 moins 11i. Donc le moins 5 plus 4i, vous obtenez du moins 5 au carré, ça vous fait 25, du 4i au carré, ça vous donne moins 16, le moins à cause du i carré. Et puis les termes croisés ici, 5 fois 4, 20, fois 2, on va obtenir du moins 20i. Et puis ici, c'est plus simple, on a du 3 fois 4, 12, moins 12, plus 44i. 25 moins 16, ça fait 9. 9 moins 12, ça vous donne du moins 3. Là, ce sera mieux comme ça. Moins 40i plus 44i, ça nous donne du plus 4i. Donc maintenant, il va falloir trouver petit delta, qui est une racine carrée de ce grand delta. Alors là, normalement, ce terme-là vous dit quelque chose. C'est précisément l'exemple qu'on avait pris, moins 3 plus 4i. Donc la racine carrée de moins 3 plus 4i, vous la calculez par ce genre de méthode. Ici, on la connaît, ça va être du 1 plus 2i ou du moins 1 moins 2i. Donc je vais prendre du 1 plus 2i, de toute façon ça ne change rien au calcul, puisqu'ensuite, nos deux solutions, ça va être le petit delta, donc 1 plus 2i, moins b, donc le terme qui apparaît devant le z ici, divisé par 2a. Et puis la deuxième solution, c'est la même chose, mais en remplaçant delta par son opposé. Donc c'est ici que l'autre racine carrée intervient. Donc si j'appelle celle-ci z1, celle-ci z2, je vais trouver z1, 1 plus 5, 6 divisé par 2, ça va faire 3. Et puis je vais avoir du 2i moins 4i, donc ça fait du moins 2i, mais divisé par 2, ça fait moins i. Et puis ici, je vais obtenir 2 moins 3i. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu que cette formule fonctionne. Vous pouvez retenir qu'en fait, ce sont exactement les mêmes formules que sur R, à ceci près qu'on est obligé de prendre un moment la racine carrée d'un nombre complexe delta. En fait, c'est même une méthode qui marcherait sur n'importe quel corps, qui marcherait même sur Z sur PZ, à condition que les racines carrées existent. Donc si vous savez calculer des racines carrées, vous savez faire les équations du second degré en général. Donc ça, c'était pour les polynômes de degré 2. Allons voir ce qui se passe du côté des polynômes quelconques. Et on a ce gros théorème. Alors je vous ai mis une petite référence si vous voulez chercher une démonstration dans le cours, mais c'est largement hors programme. En fait, n'importe quel polynôme dans C, pas que les polynômes de degré 2, n'importe quel polynôme de degré au moins 1 a au moins une racine. Dans ce genre de situation, on dit que le corps qu'on considère, C ici, est algébriquement clos. Voilà, ça vous élargit un petit peu votre vocabulaire. Mais donc, il y a une conséquence très importante de ce théorème qui est la suivante. C'est que les polynômes irréductibles de C de x, C crochet x, sont les polynômes de degré 1. Alors si vous avez déjà vu tout le cours sur les polynômes, vous savez que les polynômes de degré 1 sont forcément irréductibles. Irréductible, c'est l'équivalent des nombres premiers. On ne peut pas le factoriser en deux polynômes de degré plus petit. En degré 1, c'est pas possible, mais là, ce qu'on prétend, c'est qu'on pourra toujours factoriser n'importe quel polynôme de degré supérieur. Et donc voilà, ça se traduit également comme ceci. Tout polynôme de degré arbitraire à coefficient dans C va avoir une décomposition en facteurs irréductibles. Alors ces facteurs vont être à coefficient dans C, et cette décomposition, du coup, va s'écrire comme un coefficient ici qui va correspondre au coefficient dominant, et puis un certain nombre de racines, des lambda i ici, qui vont être des nombres complexes, qui apparaissent dans des polynômes de degré 1, des polynômes unitaires de degré 1, des x moins lambda i, avec une certaine multiplicité ici, alpha i.
Voilà, donc là, je vous marque tout ce que je viens de dire à ce niveau-là. On demande que les multiplicités, bien sûr, soient strictement positives, sinon on n'a pas des racines qui apparaissent ici pour P. On les prend toutes distinctes 2 à 2, histoire de toutes les regrouper avec leur multiplicité. Donc les polynômes de degré 1 étant irréductibles, ce qu'il nous faut, c'est démontrer que surtout, dès qu'on a un polynôme irréductible, il va être de degré 1. Donc si je prends un polynôme irréductible, on sait qu'il a une racine, puisque tous les polynômes ont une racine dans C, c'est ce gros théorème-là. Donc on va prendre un petit a appartenant à C tel que P de A vaut 0. Et dans ce cas-là, d'après le cours sur les polynômes, on sait que x moins a divise notre polynôme P. Et donc comme ça c'est un polynôme qui est de degré 1 et qui va diviser P, si P est irréductible, ça implique ici que P ça va être un multiple de ce x moins a. Mais un multiple scalaire, juste x moins a fois un inversible, sinon P ne serait pas un polynôme irréductible. Donc on a montré que P était de degré 1. Et donc une fois que vous savez que vos polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1, vous pouvez écrire votre décomposition en irréductible comme ceci. Il vous faut des polynômes irréductibles unitaires ici à l'intérieur de la décomposition, donc c'est vraiment des x moins lambda i, et donc il y a vraiment les racines qui sortent ici. Donc en fait on dit aussi que n'importe quel polynôme sur C est scindé, on peut toujours l'écrire comme produit de facteurs irréductibles de degré 1. Alors voilà, c'est très joli, et en fait ça va être un des premiers cas de figure qu'on rencontre où une information sur C va nous donner une information sur R. On va pouvoir en particulier regarder ce que donne la décomposition en facteurs irréductibles des polynômes à coefficient dans R. Donc on sait déjà qu'il y a des polynômes à coefficient dans R qui sont de degré strictement plus grand que 1. On connaît par exemple x carré plus 1 qui est irréductible, puisque s'il n'était pas irréductible, il s'écrirait comme le produit de deux polynômes de degré 1, et ces polynômes admettraient du coup des racines, alors que x carré plus 1 dans R, il n'a pas de racine. Mais donc ce qu'on va faire, c'est partir d'un polynôme à coefficient dans R, le regarder comme un polynôme à coefficient dans C, donner sa décomposition, donc où ici les lambda i vont être des nombres complexes, et la première remarque à faire, c'est que si lambda i est une racine de P qui n'est pas réelle, alors le conjugué est aussi une racine de P, et qui a la même multiplicité que la racine de départ. Donc là, je vous laisse regarder dans le cours pour la démonstration précise de ce résultat, mais dans l'idée, P, ça va être égal à son propre conjugué, et du coup, si on a P de lambda i qui vaut 0, il faut justifier un petit peu tout ça, mais ça passe très bien, P de lambda i bar, ici, va valoir 0 également. Donc ici, si P est égal à son propre conjugué, c'est parce que P est à coefficient dans R. Et puis au niveau de l'égalité entre les multiplicités, en fait, on peut le déduire directement de cette décomposition en facteur premier. Si on vient prendre le conjugué d'une écriture comme ça, ben on va obtenir d'une part le conjugué de C, le conjugué de chaque lambda i, puisque le conjugué passe au produit, passe à la somme. Et puis ensuite, par unicité de la décomposition en facteur irréductible, on sait que le lambda i bar ici va apparaître dans un des facteurs. Donc sachant cela, on va pouvoir trier les racines. On va prendre d'un côté les racines non réelles, non conjuguées entre elles 2 à 2, on va les ranger lambda 1, lambda 3 jusqu'à lambda 2 R-1, et on va prendre leurs conjugués qu'on va mettre à la suite. Donc ici, avec ce genre d'écriture, il faut comprendre que lambda 1 et lambda 2 sont conjugués, lambda 3 et lambda 4 également, et puis lambda 2R et lambda R aussi. Et on va compléter avec les racines réelles, ici, lambda 2R plus 1, jusqu'à lambda k. Donc j'ai rangé les racines par paire pour les racines complexes conjuguées, et puis ensuite compléter avec les racines réelles. Alors dans ce cas-là, notre polynôme P, on va pouvoir l'écrire sous cette forme-là. Alors on a toujours le produit des x moins lambda i avec lambda i réel, racine réelle. Ici le produit va de 2R plus 1 jusqu'à k. Et quand on avait une racine complexe avec son conjugué, on va pouvoir mettre les deux facteurs de degré 1 ensemble, et ça va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait x moins lambda i multiplié par x moins lambda i bar, et donc on va obtenir du x carré moins lambda i plus lambda i bar x. Mais si vous regardez ici, ça vous donne 2 fois la partie réelle de lambda i, donc c'est ce qui apparaît ici, on va prendre du 2i. Et puis ensuite, vous avez du lambda i fois lambda i bar qui apparaît en termes constants. Et donc ça, c'est le module au carré, puisque le module, c'est racine carrée de lambda i fois lambda i bar. Et ici, vous avez bien un polynôme qui a coefficient réel, ça c'est très important. Deux parties réelles de lambda i. Alors il nous manque un grand x ici.
Deux parties réelles de lambda i, c'est un coefficient qui est réel, et un module au carré, c'est aussi un coefficient qui est réel. Donc au final, ce qu'on a fait en écrivant ceci, c'est qu'on a donné la décomposition de notre polynôme P en un produit de polynômes, certains de degré 1, certains de degré 2. Ceux de degré 2, on sait qu'ils n'ont pas de racines réelles, puisque leurs racines, ce sont justement ces lambda 2i, lambda 2i-1 qui vont être des racines complexes conjuguées. Et donc au final, on va avoir des polynômes de degré 1 en polynôme irréductible, ça on les a tous, et certains polynômes de degré 2 qui vont être irréductibles, c'est ceux qui ont un discriminant négatif, qui n'ont pas de racine. Mais surtout, ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y avait que cela, c'est-à-dire que dès qu'on prend un polynôme de degré plus grand, il va se décomposer en des polynômes de degré 1, de degré 2. Ça, voilà, pour moi, ça c'est un résultat qu'on peut très très difficilement obtenir sans passer par C. Donc on part d'un polynôme qui est purement réel, on le voit comme un polynôme complexe, on sait qu'on a une décomposition facile, moyennant un résultat très dur qui est le théorème de d'Alembert-Gauss, et ensuite on peut en redéduire la décomposition en facteurs irréductibles à coefficients réels de notre polynôme. Donc des fois on me demande pourquoi les nombres complexes, à quoi ça sert, ça c'est un exemple d'utilité. Alors, quelque chose qu'on fait aussi dans les nombres complexes, on peut aller chercher ce qui s'appelle les racines de l'unité. Donc on fixe un entier n, et on va vouloir calculer ce qu'on appelle les racines énièmes de l'unité, donc c'est-à-dire résoudre z puissance n égale 1. L'unité c'est le 1, et on va chercher des racines énièmes. Alors, petit z est égal à 1, c'est toujours une solution, mais il y a d'autres solutions. Et alors, ce que je propose, c'est de résoudre avec les formes exponentielles. On avait vu que c'était bien adapté, en tout cas pour les racines carrées. Ici, ça va toujours être le cas. Donc, l'équation z puissance n est égale à 1, elle va se traduire comme ceci. Et quand on fait la puissance énième d'un nombre sous forme trigonométrique, sous forme exponentielle, le module ici passe à la puissance n. On fait n fois l'argument ici. Et donc, ça va se traduire comme ce système d'équations, puisque ici 1 sous forme exponentielle, c'est 1 fois exponentielle 0, i0. Donc on va se retrouver avec d'une part rho puissance n qui vaut 1, et d'autre part exponentielle in θ. Donc on va garder ici l'argument nθ, il va être égal à 0 plus 2 capi, pour un certain entier k ici. Alors rho, c'est un nombre réel positif. Un nombre réel positif à la puissance n qui vaut 1, ça veut dire qu'il est égal à 1 lui-même, et puis ici on va passer le facteur n de l'autre côté, donc on va écrire que θ, il s'écrit 2 capi sur n. Donc au final, on a trouvé plusieurs racines qui vont dépendre de cet entier k. Ici, z va s'écrire comme le module 1, ici on l'a fait disparaître, mais exponentielle 2i capi sur n. Donc au final, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a un certain nombre de racines de l'unité, ces exponentielles 2i capi sur n. Alors, on n'a pas besoin de considérer tous les entiers ici dans z, on a seulement besoin des entiers de 0 jusqu'à n-1, puisque si on vient prendre ensuite les suivants, si je prends k égale à n, ici je vais trouver 2i n sur n fois pi, donc je vais trouver 2i pi. Mais 2i pi, on sait que c'est la même chose que 0 quand on passe à travers une forme exponentielle ou à travers une forme trigonométrique. Cosinus plus 2pi, ça donne toujours cosinus. Donc voilà une façon simple de trouver les racines énièmes de l'unité, et ce genre de formule est à connaître par cœur et peut être réutilisé dans un certain nombre de contextes. Je continue avec quelques calculs intéressants sur les complexes, qui va encore une fois donner une information sur les réels. Ça va être ce qu'on appelle les formules de Moivre. Donc toujours en s'appuyant sur ce genre de formule, exponentielle θn est égal à exponentielle nθ. Donc ici je peux même rajouter des i. Mais le point important ici, c'est que cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n, donc qui correspond à ce qui est à gauche ici, va être égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. Et donc ça va nous permettre d'exprimer cosinus nθ et sinus nθ en fonction des cos θ et des sin θ une fois qu'on aura développé ce qui se passe ici. Donc je vous donne ce qui se passe pour n égale 3 par exemple. Donc on réécrit la même formule en remplaçant n par 3, et on développe ici ce cos θ plus i sinus θ. Donc on a du cosinus au cube, plus 3i cos carré sin. Enfin, le terme qui va être en carré en sinus, on aura du i carré, cos θ sin carré, et puis on aura du i cube sinus cube. Donc une fois que je remplace le 3i carré par un moins 3 et le i au cube par un moins i, on identifie les parties réelles et les parties imaginaires. On trouve cos 3θ égale cos cube θ moins 3 cos θ sin carré θ
et puis sinus 3θ qui est égal à 3 cos carré θ sin θ, c'est ce qui apparaît dans la partie imaginaire. La partie imaginaire, il y a ce terme-ci et ce terme-ci qui va être du moins i sinus cube θ. Une dernière application sur laquelle je voulais attirer votre attention, on peut même faire des équations différentielles à coefficient dans C. Donc déjà, il faut peut-être regarder un petit peu ce que serait qu'une fonction qui va de R dans C. Alors on va la décomposer en deux morceaux, à nouveau, en une partie réelle et une partie imaginaire. F de x, ça va être une fonction appliquée en x pour la partie réelle, une fonction appliquée en x pour la partie imaginaire. G et h, on les suppose vraiment cette fois-ci à valeur réelle. Donc voilà, il suffit de poser ces choses-là, partie réelle, partie imaginaire. Et on va définir la dérivée d'une fonction à valeur dans C comme la dérivée de g plus i fois la dérivée de h. Pour l'instant, c'est juste des définitions. Donc dans ce cas-là, la dérivée, elle va à nouveau de R dans C. Et bien un petit résultat intéressant, si on considère des équations différentielles y' égale alpha y, donc ce qu'il faut imaginer, c'est que y ici est une fonction. Quand on dérive la fonction, on trouve un coefficient fois la fonction. Alors dans ce cas-là, il y a des fonctions solutions de cette équation. Et en fait, on en a une seule vérifiant que en 0, ça vaut 1. Et cette fonction f alpha, c'est exponentielle alpha t. Donc vous savez notamment que si vous prenez f de t égale exponentielle t, bah vous avez sa dérivée qui est inchangée. Donc ça veut dire que c'est une solution de y' égale y. La dérivée est égale à la fonction. Et puis vous savez aussi que si vous prenez des nombres réels, ici, je prends un coefficient a, exponentielle a fois t, quand vous venez de dériver, ici vous êtes obligé de sortir le a devant pour des raisons de composition, dérivée d'une composition. Donc ça va être une solution de y' égale ay. Là, ce que je prétends en plus, c'est que c'est valable même lorsque alpha est un nombre complexe. Donc ça justifie un petit peu plus, je trouve, l'écriture exponentielle d'un nombre complexe qu'on avait précédemment, puisque ça nous donne quelque chose de très homogène par rapport à ce qu'on a sur R à ce niveau-là. Alors, démonstration. Donc il faut déjà vérifier que la formule qu'on a fonctionne. F alpha appliqué en 0, ça nous donne exponentielle de alpha fois 0, donc ça nous donne exponentielle 0, ça vaut bien 1. Ensuite, on va décomposer notre nombre complexe alpha en a plus ib. Dans ce cas-là, f alpha de t, ça va s'écrire exponentielle a plus ib fois t, donc c'est exponentielle at plus ibt. At c'est un nombre réel, bt c'est un nombre réel, et donc la formule de l'exponentielle qu'on avait, c'était censé être exponentielle at, et puis la partie complexe dans l'exponentielle, ça nous donne du cosinus bt plus i sinus bt. Voilà, on a réécrit notre fonction différemment, et maintenant on peut calculer la dérivée. Donc mon exponentiel at ici, je peux l'intégrer à ma partie réelle et à ma partie imaginaire. Et pour ma dérivée de f', bah, je dois dériver chacun des facteurs. Donc j'ai le exponentiel at à dériver, ça me donne du a exponentiel at fois cosinus bt. Ensuite, formule du produit, donc je dérive d'abord u'v et maintenant il me faut du uv'. Donc j'ai mon exponentiel at qui reste ici et v', j'ai mon b qui sort. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ça, c'est pour ma partie réelle, et pour ma partie imaginaire, j'ai un calcul très similaire. Comme ceci pour le terme u'v, et puis pour le terme uv', la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc alors d'un autre côté, si je calcule alpha fois f alpha de t, j'espère tomber sur la même formule. Donc j'ai du a plus ib, facteur de exponentielle at, cos bt plus i exponentielle at sinus bt. Je viens développer tout ça, donc en termes de partie réelle, j'ai du a exponentielle at cos bt, et puis j'ai du ib fois i ici, donc je vais avoir du moins b exponentielle at sinus bt. Et ensuite, en termes de partie imaginaire, je vais rajouter du i, alors j'ai du a fois exponentielle at sinus bt, et puis l'autre terme croisé, c'est du b fois exponentielle at cos bt. Et au miracle, ces deux formules ici coïncident entre ici et ici. Donc, la dérivée de f alpha, c'est bien alpha fois f alpha. Alors, quand vous ferez un cours sur les équations différentielles, vous verrez que tout ceci vous permet même de trouver certaines solutions réelles à des équations différentielles, en l'occurrence d'ordre 2, qui sont réelles, mais en passant par des formules complexes comme ceci. Alors là, on a juste montré que c'était une formule qui marchait. Je vous renvoie au cours pour montrer que c'est la seule formule possible. C'est-à-dire que alpha c'est la seule solution. Voilà, donc ça termine
cette partie sur un certain nombre de calculs qu'on peut faire avec les nombres complexes. Et maintenant, pour les courageux, je vous propose de revenir au début et de vous donner un petit peu une justification de pourquoi on a le droit de faire tout ça, pourquoi on a le droit de prendre un nombre i dont le carré vaut -1. Est-ce que ça signifie vraiment quelque chose? Donc une façon de définir les nombres complexes que je vais prendre et qui va être une définition plus propre que la première que je vous ai donnée, c'est de poser l'ensemble des nombres complexes comme étant juste R au carré. Donc l'ensemble des nombres, des couples de nombres réels, avec deux lois de composition interne qui vont être au niveau de l'addition de deux couples, cette addition-là, et au niveau de la multiplication de deux couples, ceci qui devrait vous faire penser à ce qui se passe lorsqu'on fait le produit ici A plus IB avec A' plus IB'. Mais là, ce que je dis, c'est que je définis juste des lois de composition interne sur des couples de nombres réels. J'ai le droit de le faire, d'abord, c'est moi qui décide. Et en fait, le grand premier résultat que je vous ai tapé, c'est que, muni de ces deux lois, qui sont tout à fait explicites, C plus multiplié est un corps. Et donc, dans un corps, vous avez toutes les règles de calcul habituelles qui sont possibles. Vous pouvez arranger vos additions comme vous voulez avec les parenthèses. Vous pouvez échanger z plus z', c'est la même chose que z' plus z. Vous avez le droit de faire un certain nombre de divisions tant que vous avez un nombre qui est différent de 0 ici dans un corps. Vous avez le droit de diviser par ce nombre. Toutes les règles de calcul dans un corps, ce sont toutes les règles de calcul algébrique que vous connaissez. Alors on va jeter un œil quand même, je vous ai mis toutes les démonstrations dans le document. On va jeter un œil quand même à certaines propriétés. Par exemple, j'annonce que plus est associative et commutative sur ces couples de nombres réels. Alors on va regarder commutative. J'ai AB et je veux additionner avec A'B'. Ça va me donner A plus A', B plus B'. Ça, c'était la définition. Mais donc, comme c'est des nombres réels, on sait que les nombres réels, on peut les additionner dans l'ordre qu'on veut. Je pourrais écrire aussi A' plus A, B' plus B. Et ça, par définition, ça va être la somme des deux couples A'B' dans cet ordre et AB. Donc je suis parti d'une somme écrite dans un sens. Je me suis servi de la commutativité sur les nombres réels. Et ça me permet d'annoncer une commutativité ici sur la somme de couples. Donc ce que j'ai appelé une somme dans les nombres complexes. Alors toutes les autres propriétés, elles découlent un petit peu de la même façon ici. Encore une fois, tous les calculs sont dans le document de cours. Et ensuite, quand on vient faire rentrer en jeu la multiplication, et ben la multiplication va être associative, elle va être distributive sur l'addition. Donc allez, je vous fais la distributivité, il vous faut AB multiplié par A'B' plus A seconde B seconde. La première des opérations à faire ici, c'est l'addition qui est à l'intérieur du crochet. Donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Et ensuite, il faut appliquer la formule de multiplication. Donc on a les deux premières parties qui viennent se multiplier entre elles. Ici, on a A fois A' plus A seconde. Et ensuite, on a un terme avec les moins bb', ici. On va se retrouver avec moins b fois le deuxième coefficient ici, b' plus b seconde. Et ensuite, en deuxième coordonnée, il faut prendre une coordonnée de l'un multipliée par la coordonnée de l'autre, ab', et puis du ba'. Donc ici, ça nous donne du a fois b' plus b seconde, plus b fois a' plus a seconde. Ok, on développe un petit peu tout ça. On a le droit, puisque maintenant on a des calculs qui sont dans R, on a du A' plus du A seconde moins BB', moins B seconde, et puis ici du AB' plus AB seconde, plus BA', plus B A seconde. Et puis si vous regardez bien, ici, avec des primes, on a des termes qui apparaissent. Avec seconde, on a d'autres termes qui apparaissent. Et si on prend la définition de l'addition de couple, du coup, je vais prendre uniquement les éléments en rouge ici. J'obtiens ceci, uniquement les éléments en violet maintenant. Vu la définition de l'addition sur les couples, j'ai le droit de faire ce genre d'opération. Et on reconnaît finalement à ce niveau-là le produit du couple AB par A'B', auquel on vient additionner le couple AB multiplié par A seconde B seconde. Donc on vient de faire une distributivité entre ce terme-là ici, AB fois A'B' plus AB fois A seconde B seconde. Voilà, le plus embêtant c'est l'associativité. Vous pouvez le tester à la main, vous pouvez les voir dans le cours. Donc ça, tout ça, ça permet de démontrer que R2 plus fois est un anneau. Si vous voulez aller plus loin pour avoir un corps, il faut montrer la commutativité de la multiplication. C'est assez immédiat. Il faut montrer que 1, 0 est un élément neutre pour la multiplication. Je vous le fais, 1, 0 fois AB, ben, par définition, vous vous retrouvez avec 1 fois A moins 0 fois B, et
Et puis en deuxième coordonnée, vous allez avoir 1 fois B plus 0 fois A. Et au final, il vous reste juste AB. Et puis pour avoir un corps, il faut surtout avoir des inverses pour chaque élément non nul. Donc si vous prenez un élément AB qui est différent de 0, 0, qui est l'élément neutre pour l'addition, dans ce cas-là, un calcul assez simple vous permet de calculer l'inverse. Ça revient à faire le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. En multipliant par le conjugué, on vérifie facilement que cet élément-là, multiplié par AB, va vous donner l'élément 1, 0. Donc C plus fois est un corps, ce qui justifie à peu près tout ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo. Et notre but, c'est quand même de voir la bonne correspondance que les éléments de C s'écrivent A plus IB. Donc pour ça, je vous sors ces résultats-ci. On va poser I qui est 0, 1. Alors première remarque, c'est que si on fait I fois I, on va obtenir donc 0,1 fois 0,1. Et d'après la formule de calcul, ça nous donne 0 fois 0 moins 1 fois 1. Et puis en deuxième coordonnée, 0 fois 1 plus 1 fois 0. Et donc ça nous donne du moins 1, 0. Alors on voudrait que I au carré donne moins 1. Pour ça, va falloir dire ce que sont les nombres réels en fait, dans les nombres complexes. Normalement, le nombre AB va correspondre au nombre A plus IB, et donc c'est ça que je vais essayer de m'efforcer de faire dans ce LEN. Donc en fait, on va voir les nombres réels comme des nombres dans R2 avec cette application. C'est une application qui à chaque x associe x0. Donc quelque part, ce nombre moins 1, 0, il va correspondre au moins 1 qui appartient à R. Donc je prétends que c'est une application qui est injective et qui réalise en plus un morphisme de corps. Alors on n'a pas défini ce que c'était morphisme de corps, mais globalement ça respecte l'addition et la multiplication. Si vous faites x plus x', ça va revenir à faire l'addition de x et de x' dans R2 ici, et pareil pour la multiplication. Donc comme on l'a vu, i au carré fait moins 1, donc c'est le calcul précédent, et tout élément de C s'écrit de manière unique sous la forme A plus I fois B. Alors ici c'est une addition entre nombres complexes, où A est vu comme un nombre réel, mais comme ceci, et B est vu comme un nombre réel toujours sous cette forme, et le I c'est ce I là. Donc je ne vous fais pas la démonstration du 1, c'est des calculs un petit peu automatiques qui sont dans le cours. Ce qui va m'intéresser, c'est de m'attarder un petit peu sur le 3 ici. Donc en fait, A plus IB, A vu comme un nombre réel, en fait, d'après le 1, ça va être un élément qui s'écrit A0 dans R2. Le I, c'est 0,1 avec cette interprétation, et le B, c'est B0. Donc il faut écrire nos formules. On a notre A0 toujours ici. Ici, si on fait notre produit, on obtient 0 fois B, moins 1 fois 0. Et puis en deuxième coordonnée, on a du 0 fois 0 plus 1 fois B. Donc il y a à peu près tout qui disparaît sauf le 1 fois B. Et donc maintenant, quand on vient faire le A0 plus 1 fois plus 0B, on va trouver le terme de coordonnées AB. Autrement dit, si je prends un terme AB, il va s'écrire de façon unique sous une forme qui ressemble à ça, et ce ne sera pas n'importe laquelle. Le A qui est dans la première coordonnée part ici en partie réelle, et le B qui est dans la deuxième coordonnée part en partie imaginaire. Donc voilà, est-ce que C existe? Ben, j'ai envie de dire oui, C existe, puisque finalement on peut construire un truc qui s'appelle R2. On peut construire sur R2 des opérations de calcul. C'est des opérations de calcul qui vérifient tout ce qu'on attend d'elles. On peut faire tous les calculs algébriques qu'on peut imaginer. On peut bien voir R comme un sous-ensemble de C avec ce genre d'inclusion. Et puis n'importe quel élément de C s'écrit A plus IB, où I c'est bien un nombre qui au carré donne moins 1. Et A et B, ça va être deux facteurs réels, qu'on appellera plus tard la partie réelle et la partie imaginaire, mais qui sont surtout uniquement déterminés par notre élément de départ qui était dans R2 ou dans C, ça dépend de comment on voit les choses. Eh ben, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.